Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. C'était Thierry qui exprimait sa compassion à notre égard. Pardonnez-moi, à Racaille, 235e. Nous sommes le 17 décembre 2013 et Thierry me fait les cordes. Non mais ce mec, Bon, heureusement qu'il a une bonne émission de jazz, on peut lui pardonner beaucoup de choses. De blues, merde. On peut lui pardonner beaucoup de choses parce qu'il nous réjouit l'âme avec ses musiques. Et les esgourdes. Ouais. Moi comme j'en ai qu'une, je suis à moitié réjoui, mais bon. Voilà. Avec comme animateur de cette émission, avec un demi-sourd, une demi-aveugle et puis un qui est complètement dans la stratosphère. Là, un demi-dépendeur d'andouille. Un demi-dépendeur d'andouille, ouais. Non, bon genre. Avec Piquet-Cou à la régie, donc. Bonjour tout le monde. Notre Jean, notre hussard noir de la République à ma gauche. Salut à tous. À droite. Et ma pomme pour vous parler le thème de cette émission. Là, je pense que je vais bafouiller pendant toute l'émission. Le thème de cette émission, concocté par notre Jean, l'opium du peuple. Ça vous rappelle rien? Bon, nous aussi. Et pour tout de suite vous mettre dans le vif des sujets, l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la science. Et là, je dois vous annoncer que notre correspondant finlandais est à Paris pour les fêtes de fin d'année. C'est son papa et sa maman. Ah, Juju. Bonjour, Juju. Si tu es réveillé, c'est qu'il n'est pas sûr. Bon, parce que c'est pas les mêmes horaires qu'en Finlande ici. Et puis, l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit, l'autorité, à l'unanimité, c'est petit équipe soudée. Oh, merde! Voilà. Excusez-moi pour mes hurlements, mais j'ai remarqué que ça s'entendait pas comme ça dans la radio, dans le poste. Et une petite citation de toujours notre camarade des proches, il y en a encore quelques-unes à vous servir. Là, on vous cite que les plus courtes. Les orphelins ne s'imaginent pas l'acharnement à survivre dont sont capables certains octogénaires pour le seul plaisir de raconter leur congé payé au Tréport en 36 à des gens qui s'en foutent. Ça dort à peine 3 heures par nuit, ça consomme 125 grammes de mou par jour. Ça ne tient pas plus debout qu'un scénario de Godard, mais ça cause, cher des proches. Voilà. Magnifique. Ah non, mais des proches, il est quand même toujours un petit peu sur le fil quand même. Ça peut.
Voilà, c'était Aristide Bruand qui chantait « Ah les salauds ». Oui, une chanson simple. D'une modernité absolue. Ah ouais, moi je pense, oui, vraiment, il n'y a pas beaucoup de chanteurs actuellement qui pourraient... Et puis cette qualité d'enregistrement. Cette mélodie très riche, enfin bon, il y a toutes les qualités pour que ça marque, qu'on peut appliquer d'ailleurs dans sa totalité à ce qu'on appelle aussi les marchands de sommeil de l'art. Vous savez, il y a les marchands de sommeil qui louent des chambres d'hôtel pourris à des pauvres, à des familles, etc., qui ont été virés de leur appart parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer souvent. Et puis il y a les autres marchands de l'art, les marchands de l'art du sommeil, les marchands du sommeil de l'art plutôt, voilà, qui eux louent des simèses pourrites à des taux prohibitifs. Vous savez, ces salons de toutes sortes avec la gueule de travers. Hein. Les offres s'adressent pour les uns à des miséreux, célibataires en couple ou en famille, les autres à des rapins sans le sou qui croient au Père Noël. Ça, c'est terrible, les gens qui croient au Père Noël aujourd'hui. Bon, c'est pire que tout, quoi. De l'escroquerie commune qui prospère sur la fragilité de ces populations de familles pauvres ou de rapins qui le sont aussi. Parce qu'on sait que les miracles, s'ils existent, c'est parce qu'ils sont rares. Mais ceux qui croient aux miracles sont légion. Pas étrangères, légion tout court. Surtout lorsque depuis que la finance a réduit des pans entiers de la société à la survie, vous voyez ce que je veux dire? Pas la peine de redire comment, le pourquoi étant superfétatoire. Attention, vous avez vu, quand même, j'ai fait des efforts de vocabulaire superfétatoire. Bon. À Racaille, cette émission mythique... 5 ans qu'il essaye de la caser, celle-là. À Racaille, cette émission mythique qui vitupère depuis belle burette à ce propos, se gratte cette fois-ci sa langue de pute avec ces foutus marchands de sommeil de l'art qui sévissent planqués derrière le paravent d'organisation au blaze ronflant et avec la complicité bienveillante des institutions. Vous entendez, Madame Filippetti? Il dit, là, le rigolo de l'émission à Racaille. Alors, ces arnaques qui se donnent bonne conscience s'appellent le grand marché de l'art contemporain, qui fait la teuf à l'ombre tutélaire, ça c'est un beau mot aussi que j'aime beaucoup pour la sonorité tutélaire, ça fait un peu tétine aussi, du génie de la Bastille où est née la République. Liberté, égalité, fraternité, mon cul. Voilà. Mac 2000, alors là, Mac 2000, il faut dire, ça se la joue plus chicose, quoi. Vous voyez, c'est déjà les rapinos qui soient déjà, je sais pas moi, au MoMA ou à Pompidou ou au Musée d'Art Moderne. Et puis il y a aussi... En instance. En instance, oui. Et puis il y a aussi la métamorphose des matériaux qui tient son petit rôle d'arnaqueur tous les 2 ans au Blanc-Manteau, un local municipal de la mairie du 4e. Et puis il y a aussi le dernier né de cette bande de suceurs de sang qui fait son beurre à Montreuil, avec ce nom aussi qu'il faut vraiment, il faut se le gaver, le nom, les mecs qui se la jouent vraiment, hivernal, salon d'automne. Non, les hivernales de Montreuil, c'est ça, hein, Dominique. Parce que Dominique, vous savez que depuis le temps que vous nous écoutez, qu'elle habite à Montreuil, une banlieue chic de l'est de la région, de l'est de Paris. Et puis aussi, n'oublions pas le salon d'automne du Grand Palais, qui se tient au Grand Palais, qui prend la suite des salons mythiques du 19e, comme le salon des refusés, etc. Voilà. Alors le salon d'automne, par contre, ça appartient aussi, c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Paris, oui, je pense que c'est la ville de Paris, le propriétaire du Grand Palais. Voilà. Alors quand on sait que au salon officiel du 19e, vous voyez, au 19e siècle, les salons n'étaient pas payants pour les artistes. Et là, j'ai demandé à mon camarade du Hussard Noir, qui est notre historien de l'art, de me confirmer mes délires, et il a l'air d'aller dans ce sens-là. On n'a pas relevé, en tout cas dans ce qu'on connaît de l'histoire des salons d'art du 19e siècle,
n'a pas rien qui nous prouve. Si par contre il y a des auditeurs qui peuvent nous prouver le contraire, on serait bien content de le savoir. Voilà. Donc les artistes c'était des salons qui étaient gratuits, sauf que au salon officiel, par exemple, la sélection était très 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 rigoureuse. Et surtout, il fallait copiner quand même avec déjà ceux qui avaient gagné des médailles au salon dans les salons précédents, etc., etc. Et puis les artistes étaient si nombreux, il y avait des milliers d'artistes à Paris, il y en a toujours des milliers, mais bon, on les entend moins. Et que Badinguet, vous savez, Badinguet, le petit dictateur, le petit Napo, là, voyez, il a créé un salon des refusés spécialement pour accueillir ces milliers d'artistes qui étaient refusés à la sélection officielle. Voilà. Et pourtant, c'est un dictateur. Vous voyez que ce que je veux dire, quoi. Ici, c'est plus des dictateurs, maintenant, c'est des démocrates. Hein. Les démocrates, à mon avis, sont encore moins éclairés que les dictateurs. Bon. Alors, ce dernier lieu d'expo où tous les futurs grands noms de l'art moderne refusés par le salon officiel ont accroché leur croûte. Vous savez, on en parle depuis que cette émission existe, de tous ces artistes de l'art moderne, que ça va des impressionnistes en passant par toutes les déclinaisons des différentes écoles ou différentes mouvances, voilà. Alors qu'aujourd'hui, jeudi 2013, la moindre expo municipale raquette les rapins qui veulent montrer leur nanar, amateurs et professionnels confondus. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas de mousse pour les amateurs, parce qu'en général, pour la plupart, sont des retraités pourvus, quoi. Faut le dire les choses comme elles sont. On n'a aucune jalousie, aucune acrimonie envers eux. Mais enfin, c'est des gens qui ont les moyens de se payer des salles municipales ou autres. Même, je suis sûr qu'il y en a aussi pléthore dans les salons que je vous ai cités au début de ce papier, voilà. Seulement, par contre, on s'en fait pour la majorité des rapins qui pointent aux minimums sociaux lorsqu'ils en reçoivent et qui accrochent sur les cimaises de ces attrape-cons. Attrape-cons, ce sont les lieux que je vous ai cités, le Grand Marché de l'Art Contemporain, le MAC 2000, la Métamorphose des matériaux, les Hivernales de Montreuil, le Salon d'automne, voilà. Hein, par contre, et devinez le retour des rapins, parce que leur opinion sur les gens, comme nous, qui critiquons ces pratiques pour eux, enfin on essaye de défendre leur porte-monnaie en quelque sorte, et les rapins, ils sont pas contents du tout. Les plus métondus dans la cause dans cette émission altruiste du cas des escrocs qui les exploitent sans état d'âme, tu vois. Voilà, ils sont pas du tout d'accord qu'on revendique à leur place, quoi, qu'on mette en quelque sorte les pieds dans le plat, comme on dit dans le peuple. Voilà, ils sont pas contents du tout. Alors on se pose des questions sur la prochaine révolution artistique. Ouais, bon, pas vous. Alors vous nous dites, hein, si vous croyez que on est dans un truc sympa, ou si on est vraiment des cons de nous occuper du portefeuille des rapins ou de la survie des rapins. Voilà. C'est le plus dur, si vous voulez, dans tout ce petit papier qui crache allègrement sur les marchands du sommeil de l'art, c'est peut-être les gens qui vont coucher dans leur taudis. Voilà, c'est ça. Je parle pas des miséreux, hein, avec leur famille, etc., qui doivent payer des chambres d'hôtel, des chambres pourries, quoi, des prix exorbitants, mais des marchands du sommeil de l'art qui eux, à leur manière, font le même boulot en profitant de la misère des rapins pour les exploiter. Voilà. Bonjour. Un cadeau de Noël maintenant, si tu veux bien. Le cadeau idéal, je dirais, pour des grands-parents anarchistes qui voudraient emmerder leurs petits-enfants fachos. Tu vois, hein? Qu'est-ce que t'en dis? C'est l'esprit anarchiste 1820-1990, réuni par Jean Buzyn et Christian Marcadet. C'est 2 CD, en fait. Il y en a un le premier, c'est le 19e siècle, et le second, le 20e siècle. Il y a aussi un livret de 48 pages, hein, et c'est édité chez Frémaux et Associés. Du triomphe de l'anarchie de Charles Davray à Ni Dieu ni Maître de Léo Ferré, qu'on ne présente plus, hein. Les chansonniers et auteurs, hein, de sensibilité anarchiste ont, tu en seras d'accord mon cher Robert, à leur manière, hein, illustré l'histoire sociale des 19 et 20e siècles. Hein. Tout à fait, mon Jean. Voilà. Alors, chant militant exprimant un refus viscéral de toute forme d'autorité, hein.
de l'État, de la guerre et des églises, ou chansons sociales, tu vois, parfois teintées d'humour noir. Hein. Ce répertoire choisi de l'esprit libertaire s'avère une précieuse contribution, Robert, hein, pour la compréhension, parce que tu me fais des mimines. Ah bon. Des mimines. Non, mais c'est le chenin. Une précieuse contribution pour la compréhension des mœurs et des mentalités de la famille de pensée anarchiste. Voilà. Donc Jean Buzelin et Christian Marcadet ont rassemblé sur ce sujet passionnant mais méconnu, Robert, il faut le dire. La plus vaste anthologie jamais présentée en France. Hein. Alors, quelques exemples. Par exemple, dans le CD1, donc consacré au 19e siècle, Raymond Souplex, ça te dit quelque chose? Oh non, c'est pas vrai. Ah si, qui chante. Qui chante, lui, je savais qu'il chantait. Ah oui, mais... c'est un chansonnier au départ. Ah ouais, d'accord. Ouais. Raymond Souplex, tu sais, il a hanté les cabarets avant d'être le commissaire... Tiens, comment il s'appelait d'ailleurs, son nom de commissaire des 5 dernières minutes, c'était le c'était commissaire... pas lui, c'est pas Maigret. Si? Non, Raymond Souplex, c'était le commissaire des... Ah ouais? C'est pas Bourrel ou... L'inspecteur Bourrel, pardon. Ah oui, inspecteur Bourrel. Inspecteur Bourrel, voilà, qui vous chante L'Insurgé, une chanson de 1880. Ah non, moi j'en étais resté à Carmen et la hurlette sur le banc. Ah ouais. Vous avez Yves Montand qui chante les canuts. Alors Yves Montand qui chante les canuts, c'est une insulte aux canuts. Oui, mais j'ai dit que c'était teinté d'humour parfois. Ouais. Ah bah, d'humour noir même. Montand chante les canuts, une chanson d'Aristide Bruand, hein, qu'on entendait tout à l'heure, de 1894. Michel Bernard, une chanteuse que Piquet-Cou nous a déjà fait écouter dans cette émission. Moi je suis. Hein, oui. Voilà, Fille d'ouvrier, ça date de 1887. On a aussi Aristide Bruand qu'on vient d'entendre. Abiribi, ça c'est un grand classique, 1891. Rosie Vart et George Wilson, excusez du peu. Hein. La chanson du décervelage, ça date de 1898. Voilà, enfin il y en a tout un tas comme ça dans le CD1. Dans le CD2, vous avez Le Triomphe de l'anarchie, chanson de 1901 par Jean Weber. Vous avez aussi La mauvaise réputation de 1952 de Georges Brassens par Georges Brassens. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Vous avez échappé au pire. Ouais, Maxime Le Fox-Terrier aurait pu vous la chanter. Merci. Jean Buzelin et Christian Marcadet. Hein. Le Déserteur, 1954, ça, c'est une chanson de Boris Vian chantée par Mouloudji. Ah, elle est pas mal par Mouloudji. Ah ouais, si vous voulez avoir une chèvre dans le salon, il n'y a pas mieux. Vous avez Graines d'ananas, ça c'est 1954, par Léo Ferré. Deux chèvres, c'est Julien Clerc. Une chèvre, c'est Mouloudji, deux chèvres, c'est Julien. Et puis voilà, Les Anarchistes, 1968, c'est aussi une chanson de Léo Ferré par Marc Augeret. Ah ouais. Voilà. Moi, c'est marrant, je les préfère par Marc Augeret que par Léo Ferré. Enfin. Voilà, c'est pas un beau cadeau ça de Noël. D'ailleurs, je vais peut-être me l'offrir. Voilà, je sais plus si c'est 20 ou 30 euros. Et bah oui, mais enfin, autant c'est en vente à la librairie Publico. Voilà, c'est même en vitrine. Ah, même en vitrine. Absolument. Ouais. Donc, à moins que vous soyez aveugle, bon. Eh ben, de mon côté, c'est un non-cadeau de Noël, justement, parce que c'est comment la poupée Barbie exploite les ouvrières chinoises. Donc, un billet dégoté dans Bastamag, à écouter ou pas, avant les fêtes de Noël. Les poupées Barbie et les jouets Fisher-Price sont fabriqués par le groupe états-unien Mattel, en Chine, dans des conditions de travail qui, bien que dénoncées par Peuple Solidaire et une ONG chinoise, s'apparentent à de l'esclavage. Produire entre 109 et 136 pièces par heure. Légalement, la journée est de 8 heures, mais les heures supplémentaires sont quasi systématiquement la règle, surtout lors des pics de production. Ce sera donc plutôt 11 heures par jour, 26 jours par mois. Après avoir signé un contrat de travail quasi vierge, où parfois le salaire n'est même pas spécifié ni la date d'entrée dans l'entreprise, un briefing d'environ 4 heures, mais au courant des règles disciplinaires et de confidentialité en vigueur dans l'usine. La loi chinoise prévoit bien 3 jours de formation à la santé et à la sécurité, mais cela nuit à la compétitivité. De toute façon, il n'y a pas de gants pour manipuler les peintures et autres cires chimiques, ni de masques pour les aérosols. Côté logement, possibilité de dormir dans des dortoirs à 6 ou 8, sans prise électrique, avec une salle de bain par étage. Pas question de tomber malade, les arrêts maladie ne sont pas payés. Une absence de 3 jours d'affilée ou plusieurs absences pendant l'année sont considérées comme une violation grave des règles de l'entreprise. Donc synonyme de licenciement sans indemnité, pas droit de grève non plus, bien entendu.
Pas d'inquiétude, Mattel est classée parmi les 100 entreprises les plus citoyennes par le magazine Corporate Responsibility, donc responsabilité sociale des entreprises, à savoir que les certifications d'usine ne sont accordées que sur la seule foi des informations fournies par les entreprises. Tant qu'à faire. Heureusement encore. Ah oui, enfin merde. Pas moins de 152 poupées Barbie sont vendues chaque minute dans le monde. Les ouvriers qui les produisent ne touchent qu'une proportion ridicule des revenus amassés par Mattel. Les salaires versés représentent en moyenne seulement 0,8% du prix d'achat d'une poupée, soit 12 centimes d'euros pour une blonde platine en plastique vendue à 15 €. Pour réduire encore les coûts de production, les directeurs des usines sous-traitantes recourent désormais à divers artifices illégaux, tricherie sur les horaires, non-paiement de cotisations et d'heures supplémentaires, pour escamoter une partie du salaire de leurs ouvrières. Ce n'est rien moins que 6 ou 8 millions d'euros qui ont été détournés des fiches de paye des salariés. Peuple solidaire et Action Aid et ses partenaires ont lancé un appel urgent ainsi qu'une pétition en ligne « Libérons Barbie ouvrière » qui a déjà recueilli plus de 60 000 signatures. Si, à l'écoute de ce billet, vous venez de laisser tomber la Barbie pour le dernier iPhone, pas top non plus, un adolescent de 15 ans est mort d'épuisement la semaine dernière sur les chaînes de fabrication. Et moi qui ai mis une Barbie en fond d'écran de mon iPhone, tu vois, ça me... Ton paplard, là, il me... Non, mais on peut se marrer, sauf que oui, enfin, on est en plein dans le sujet. Il y a d'ailleurs un film de science-fiction qu'on peut aimer ou pas aimer, c'est pas le problème, qui s'appelle Elysium, où on voit une usine, justement, mais alors, on a l'impression que ça a été tourné à Pékin aujourd'hui, enfin, en Chine en tout cas, où on voit justement un ouvrier, qui arrive en retard parce qu'il s'est blessé. Il a été blessé par les forces de l'ordre, qui sont des robots. Et alors évidemment, le contre-coup de l'usine lui dit attention là, vous n'allez pas pouvoir bosser comme ça. Nanana. Le mec il dit si j'y vais. Parce que l'autre il dit oui, autrement, hein, hop c'est dehors, hein, automatique. Si tu peux pas bosser, tu t'es viré quoi. Et le pauvre mec, il y a une cabine dans laquelle ils foutent leurs produits finis, et une cabine qui irradie les produits, je sais pas pourquoi, enfin peut-être pour les désinfecter. Et lui, il se fait coincer à l'intérieur parce que la porte voulait pas se fermer. Il a fallu qu'il l'ouvre en rentrant, et la porte s'est fermée une fois qu'elle était décoincée. Et le mec, les types, ils l'ont laissé parce que le contremaître dit on ne peut rien pour lui de toute façon. Et il était irradié à mort, une charge létale, et il avait 5 jours pour vivre, quoi. Mais quand on voit ça, c'est tellement réaliste, et on a l'impression qu'on vit ça aujourd'hui, quoi. Si vous voulez, là, c'est sous la forme d'une fiction, etc. Mais on est en plein dedans. Et je conseille, rien que pour ce moment-là, il y a d'autres moments intéressants, mais rien que pour ça, de voir au moins si, je sais pas si c'est pas sur la bande-annonce ou un truc comme ça, mais c'est possible. C'est terrifiant, mais terrifiant. Ouais. Et c'est d'autant plus terrifiant, c'est qu'on sait que ça existe, même maintenant. Voilà. Ouais, c'est pour ça que si on peut faire quelques choix à peu près éthiques pour ces vacances, pour les cadeaux de Noël, voilà, les Barbies, il y en a plein sur les brocantes. De toute façon, les gamines, au bout de quelques temps, elles les laissent tomber. On en trouve à 1 € sur les brocantes. Donc, autant attendre un petit peu les brocantes de printemps, quoi. Ouais. Piquet-Cou sait de quoi elle parle. Hein. Piquet-Cou qui s'habille, je vais vous le dire. À peu près pour 50 centimes, je dirais. Mais oui, c'est des pieds à la tête. Hein. Elle a toujours 50 centimes sur elle. Je jure ça, pour ça, elle ne sera pas dévalisée. Alors évidemment, ça demande du culot, quoi. Il faut être capable d'associer des oranges à des rostériens. Et puis s'habiller jeune, quoi, enfin, disons 12-13 ans, quoi. Oui, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais Piquet-Cou peut, hein, je vous rassure. Nous, évidemment, on aura une autre allure. Hein, avec Quoique. Si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Mais si vous ne nous joignez pas, n'ayez aucun souci, hein. Ne vous sentez pas coupable. Regardez, il neige. L'hiver tombe sur nos contrées. Le soleil est bas, les arbres ont maigri. On voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe danser. Les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt, qui pour faire ce qui finira sous le sapin
n'iront jamais à l'école et ne liront rien. Hey! Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, foule dans sa hotte et mets-lui des calmottes, fais-lui manger sa fausse barbe et l'orge sérène, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM. Pour s'accaparer les matières premières, le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies où il a toujours les meilleurs prix. Le pétrole, qui fait ce qu'il plastifie, finit parfois dans la mer, sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer ses joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe. On dit qu'il passe par tous les toits. Dommage qu'au Burundi il n'y ait pas de cheminée. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, foule dans sa hotte et mets-lui des calmottes, fais-lui manger sa fausse barbe et l'orge sérène, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, foule dans sa hotte et mets-lui des calmottes, fais-lui manger sa fausse barbe et l'orge sérène, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM. Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras. Se perpète les penses des porcs à perpète, qui rient comme des morts et appelle ça les fêtes. En novembre, il vend des figurines de Gia. Des tentes et des canons pour la marmaille. L'arsenal qu'on collectionne. Les parents qui tripent auront-ils la maille? Voici décembre, c'est parti. Les Barbies descendent en rappel dans les caddies, blondes squelettiques, ne pensant qu'aux 4 Et ces jeux vidéo qui tombent de la haute donnent-ils aux ados le sens de la lutte? Génération vertueuse en virtuel, qu'aura-t-elle fait de bien dans le monde réel? Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, foule dans sa hotte et mets-lui des calmottes, fais-lui manger sa fausse barbe et l'orge sérène, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, foule dans sa hotte et mets-lui des calmottes, fais-lui manger sa fausse barbe et l'orge sérène, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM. On ramasse des cadavres chaque matin en Inde. Ça n'empêche pas le Père Noël de gaver ses dindes. D'arroser les âmes pour que l'ivresse oublie que plus de 5 milliards d'hommes n'ont pas ce mode de vie. Que les brevets des médicaments valent de l'or. Plus de valeur en tout cas que des millions de morts. C'est le Père Noël et sa supercherie vénale qui te fait supermarché dans les hypermarchés. Je le croyais polyglotte et si complètement bête pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes. Je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres aux lettres et le verbe avoir aux verbettes et les riches et les prêtres. Homme d'affaires irréprochable, cherche personnage impeccable avec sentiment charitable pour mascarade en guise de fable. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, foule dans sa hotte et mets-lui des calmottes, fais-lui manger sa fausse barbe et l'orge sérène, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, foule dans sa hotte et mets-lui des calmottes, fais-lui manger sa fausse barbe et l'orge sérène, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM. Si tu vois le Père Noël, hey! C'était la compagnie Joli Môme qui interprétait Si tu vois le Père Noël. Donc la compagnie Joli Môme, donc toujours en cabaret jusque encore ce vendredi, donc à la Saint-Denis à la Belle Étoile. Donc pour 25 €, repas et spectacle. Voilà, et je voudrais rassurer tout de suite cet auditeur qui s'alarmait de la comparaison de notre hussard noir à propos des chèvres et de Mouloudji. Non, c'est un joke, hein. Jean et... Non. Bah non. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas une chèvre, c'est un troupeau. non, bien sûr. Bon. Ça provoque. J'aime beaucoup Mouloudji. Oui. Donc vous êtes toujours sur Arakaï, l'émission que vous suivez évidemment, avec Piquet-Cou à la régie, notre Jean, notre hussard noir, et ma pomme, et notre Jean, notre hussard noir, justement, va prendre la parole tout de suite pour vous faire un commentaire d'intro. Au texte dont Piquet-Cou va parler, asphyxion de culture. Elle a déjà asphyxié quelqu'un. Argent des bifs. Je voulais préciser aussi quand même que quand
Quand j'ai dit que Piquet-Cou s'habillait pour 50 centimes, j'ai un peu exagéré. Hein. C'est bijoux compris, bien sûr. Hein. Voilà, l'opium du peuple. Hein, c'est bijoux en noyau en pépin de chien. Ouais. L'opium du peuple, tu l'as dit, c'est notre sujet du jour. Hein. Ouais. Alors évidemment, ça fait référence au leitmotiv des marxistes-léninistes, la religion. C'est l'opium du peuple. Il y a eu le football aussi un petit peu. Nous, on a le chenin. Là, c'est une expression, la culture, c'est l'opium du peuple, de Jean Dubuffet, ça date de 1968, et même s'il y a quelques maladresses, vous allez voir que ça a gardé une certaine actualité quand même. Tout à fait. La culture, en effet, nous dit le peintre théoricien de l'art brut, hein, donc Jean Dubuffet, dans cet essai paru en 68, je viens de le dire, tend à prendre la place qui fut naguère celle de la religion. Comme celle-ci, elle a maintenant son cortège de prêtres, de prophètes ou de saints, hein, ses collèges de hauts dignitaires. Tous les ministères d'État, ajoute-t-il, n'ont qu'un seul visage, celui de la police. Ouais. Mais écoutons plutôt Piquet-Cou. L'endoctrinement est maintenant à un tel degré qu'il est extrêmement rare de rencontrer une personne avouant qu'elle porte peu de considération à une tragédie de Racine ou à un tableau de Raphaël. En matière de mobilier, le recours aux modes anciennes tient lieu de bon goût. Les bourgeois de province s'enorgueillissent de leurs fauteuils Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Ils s'initient à distinguer les uns des autres, poussant des houcris quand la soie du dossier n'est pas d'époque. Oui, pardon, je voudrais quand même relever que il n'y a pas que les bourgeois de province, les bourgeois de Paris aussi. Ils s'initient à distinguer les uns des autres, donc poussant des houcris quand la soie du dossier n'est pas d'époque. Ils sont convaincus qu'ils se montrent là des artistes. Ils savent reconnaître les fenêtres à meneaux, l'ogival tardif et le début Renaissance. Ils sont persuadés que ce beau savoir légitime la préservation de leur caste. Ils s'emploient à en persuader les manants, à convaincre ceux-ci de la nécessité de sauvegarder l'art, c'est-à-dire les fauteuils, c'est-à-dire les bourgeois qui savent de quelle soie il convient d'en tapisser le dossier. Les intellectuels se recrutent dans les rangs de la caste dominante ou de ceux qui aspirent à s'y insérer. Molière dîne avec le roi. L'artiste est invité chez les duchesses, comme l'abbé. Je me demande dans quelle désastreuse proportion s'abaisserait aussitôt le nombre des artistes si cette prérogative se voyait supprimée. Le conquérant qui vise au sacre se présente au peuple non plus flanqué de l'évêque, mais du prix Nobel. Le seigneur prévaricateur, pour se faire absoudre, ne fonde plus une abbaye, mais un musée. C'est au nom de la culture maintenant qu'on mobilise, qu'on prêche les croisades. À elle maintenant le rôle de l'opium du peuple. C'est la forme de l'Église d'autrefois, si bien hiérarchisée, qu'entend donner à la culture le dirigisme d'État. En pyramide, bien structurée, en verticale. C'est, au contraire de cela, en forme de prolifération horizontale, en foisonnement infiniment diversifié, que la pensée créative prendrait force et santé. Pas de pire obstacle à cette prolifération que les prestiges de quelques-uns m'as-tu vus, portés au rang de grands dignitaires, dont on rebat les oreilles du public pour les convaincre de leur mérite. Pas de besogne plus stérilisatrice que celle-là, plus propre à détourner l'homme du commun de penser par lui-même et à lui faire perdre toute confiance dans ses propres capacités. À l'écœuré de l'art aussi, dont il prendra l'idée qu'il n'est qu'imposture au service du dirigisme d'État, c'est-à-dire de la police. Je suis individualiste, c'est-à-dire que je considère que mon rôle d'individu est de m'opposer à toute contrainte occasionnée par les intérêts du bien social. À l'État de veiller au bien social, à moi de veiller à celui de l'individu. L'indépendance, la rébellion, qui sont opposés à l'ordre social, sont des plus nécessaires à la bonne santé d'un groupe ethnique. C'est au nombre de ces contrevenants qu'on mesurera sa bonne santé. Rien n'est plus sclérosant que l'esprit de déférence. Conférer à la production d'art un caractère socialement méritoire, faire d'elle une fonction sociale honorée, en falsifie gravement le sens, car la production d'art est une fonction proprement et fortement individuelle, par conséquent antagoniste à toute fonction sociale. Ce n'est peut-être qu'une fonction antisociale, ou pour le moins asociale. Une production d'art qui ne met pas gravement la culture en procès ne nous est d'aucun secours. Voilà, l'artiste est invité chez les duchesses comme l'abbé. Je me demande dans quelle désastreuse proportion s'abaisserait aussitôt le nombre des artistes si cette prérogative se voyait supprimée. Ça ne peut que de parler. Ça rejoint un petit peu... parce que c'est les mêmes ressorts, en fait, qui motivent ces artistes qui tombent dans
dans les raids des marchands de sommeil de l'art dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et ça c'est une révélation pour nous parce que vraiment je pensais pas que ça pouvait prendre des proportions comme ça, surtout chez des artistes que j'estime beaucoup et que je croyais beaucoup moins esclaves de ces choses-là. Oui, mais le besoin d'exposer, de se montrer, de montrer son travail, il est tel, oui. Tu vois. Pour des marlous, c'est facile. Voilà, ce ne peut être une fonction antisociale ou pour le moins sociale. Une production d'art qui ne met pas gravement la culture en procès ne nous est d'aucun secours. Absolument. C'est pas mal quand même. Ça garde une certaine actualité. 1968, ça n'a pas complètement vieilli cette histoire-là. Voilà. Alors, Asphyxion de culture de Jean Dubuffet est publié par les éditions de Minuit. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico 145. Rue Amelot 75 011, Paris, Métro Robert. Oberkampf, fille de Calvaire et Republica. Voilà, téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Voilà, retenez bien ce que vous a dit, enfin ce qu'a évoqué Publico dans cet article, dans cet extrait que Jean a pompé dans le bouquin de Dubuffet, et retenez cet artiste Dubuffet qui est là, comme tous les êtres humains, pas toujours une conduite exemplaire, surtout envers certains autres artistes, mais qui quand même avait des opinions assez proches des nôtres sur les institutions. Mon chat. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. C'était Thierry qui exprimait sa compassion à notre égard. Pardonnez-moi, à Racaille, 235e. Nous sommes le 17 décembre 2013 et Thierry me fait les cordes. Non mais ce mec. Bon. C'était Jean Ferrat qui interprétait Je ne suis qu'un cri. Oui, interdiction d'aller chez McDo en passant. Bon, ça, vous ne serez pas peut-être piqué, vous croyez, moi. Oui, qu'est-ce que je voulais raconter comme bêtise encore? Bon, vous êtes toujours sur Radio Libertaire,
la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, avec notre Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale, et notre Jean de Teuissard Noir, qui, lui, à la production littéraire, à des voix d'histoire de l'art. Et qui aimerait signaler, avant que tu commences, si tu n'y vois pas d'inconvénient, que comme la semaine dernière, on a mis quelques liens en avance sur le blog de l'émission. Les artistes dont on va parler, Bernard Lorjou pour toi, excuse-moi de vendre la mèche. Ouais, non, écoute, tu vends rien du tout. Franchement, enfin... Caravaggio pour moi, ouais, et André Robillard. Pour les auditeurs, ça va être une surprise. Bon. André Robillard pour Piquet-Cou. On peut aller vous pouvez, ceux qui ont la possibilité d'aller sur Internet sans quitter la radio, attention, pourront voir au fur et à mesure, dans l'émission du jour, les liens vers ces trois artistes pour visionner quelques tableaux, voilà. Et peut-être mieux quand on va causer. Voilà, ce ton tombe la blatte. http://arracaille.blogspot.fr. Voilà, donc un peu dans la veine de ce que vous a conté Piquet-Cou et ce que notre Jean a extrait du bouquin de Dubuffet, une citation du camarade de Lorjou, dont j'avais évoqué tout de suite. L'artiste doit redouter et le succès et la gloire. Le premier est l'antichambre de la mort, le second son linceul. Oh, putain, il fait fort lui aussi. Voilà. C'est pas mal. Et pourtant, ce Bernard Lorjou, il est né en province. Ouais, non, c'est pas une tare de naître en province. La plupart des grands artistes sont nés en province, sont pas nés à Paris, en province ou à l'étranger. Il est né à Blois, une ville charmante, en 1908, et il l'a glissé en 1986, je pense, dans son petit village près de Blois. Donc cet artiste, après la Seconde Guerre mondiale et pendant les années 50, il est, avec Bernard Buffet, Jean Carzou, Manessier, d'autres, un des peintres français les plus connus. Et aujourd'hui, parler de Lorjou, personne ne connaît. Comme les autres d'ailleurs. Bon, parler de Carzou, parler de Manessier, encore peut-être un peu Bernard Buffet, mais enfin bon. Voilà. Par son œuvre et par sa personnalité qui dérange et bouleverse le monde artistique de son temps. Alors que la mode est à l'art pour l'art, c'est l'art pour l'art, mais c'est complètement débile cette histoire. Voilà, la mode est à l'art pour l'art. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait dans ce coup-là? Dans des lieux... Écoutez, il faut que je reprenne, parce que quand j'écris les papiers, je ne sais plus les lire. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je les écrive pas, comme disait mon Jean. Bon, il crée à l'instar de Goya, des tableaux monumentaux. Souvent, Goya c'était pas monumental, mais lui c'est monumental, mais vraiment monumental. C'était des formats plusieurs mètres de long sur plusieurs mètres de haut, ça 7-10 mètres, quoi, voilà. Un peu comme Robert-Roll, complètement comme Robert-Roll, voilà. Dans des lieux les plus insolites, il organise des expos un peu partout et il traite souvent d'événements tragiques de l'actualité, voilà, comme je veux dire Sabra et Shatila, la bombe atomique sur Hiroshima, la guerre du Vietnam, etc., etc. Voilà. La guerre d'Algérie aussi, beaucoup la guerre d'Algérie, parce que là, il était à cette époque-là, voilà. Autodidacte, c'est un autodidacte aussi, et ça c'est important pour nous, en tout cas pour moi. Il cultive seul son art, souvent qualifié d'expressionniste ou se manifeste un grand lyrisme né de la sensibilité d'écorcher vif de cet artiste et de sa capacité de rêver en partant de choses banales, de son don inné de coloriste et de son talent de dessinateur hors du commun. Là, je suis un peu moins sûr pour le dessinateur hors du commun. Depuis que je fréquente mon Jean, j'ai révisé mon regard sur les grands dessinateurs. Voilà, c'est pas tout on peut être éventuellement un très bon peintre, un bon sculpteur, pas forcément un dessinateur génial. Bon. Créateur complet, peintre, sculpteur, graveur, céramiste même, Lorjou fait partie des artistes les plus importants du siècle, bis repetitas. Mais pas en France par contre, vous voyez, il faisait partie des artistes importants, surtout aux États-Unis. Farouche adversaire de l'art abstrait, et là il rejoint des gens dont on a parlé souvent ici, comme Buffet justement, comme aussi Robert-Roll, comme aussi d'autres. Lorjou le qualifiera dans une lettre ouverte au président de la République, qui était alors Pompidou, d'imbécile, vide,
devenu par la volonté de votre ministre de la Culture, alors ça devait être De Gaulle, l'art officiel français, parce que le ministre de la Culture de l'époque, c'était Malraux, qui disait qu'en dehors de l'art abstrait, rien n'existe, quoi. En 1960, il signe une lettre manifeste en faveur du peintre David Alfaro Siqueiros, alors emprisonné au Mexique. Faut dire, ça devait être un agité, celui-là aussi. Personnage irascible et fantasque, il fait circuler en 1977 une pétition contre Maubourg qui représente pour lui cet art officiel qu'il exècre. Et avec raison d'ailleurs. D'un style onirique, figuratif, il est souvent considéré par la critique comme un expressionniste bis repetitas encore, artiste autodidacte bis repetitas encore. Il se définit lui-même comme la bête noire des conservateurs de musées. Et les conservateurs de musées lui rendront au centuple, comme on dit. Dans la mouvance du salon de la jeune peinture et de la nouvelle école de Paris, il expose au salon des peintres témoins de leur temps et au salon d'automne tout au long de sa vie, après la Seconde Guerre mondiale. Il passe ses dernières années à Saint-Denis-sur-Loire, un tout petit bled, pas loin de Blois, quoi. Voilà. C'est le début de la drôle de guerre. Des camps d'internement s'ouvrent en France, vous connaissez l'histoire, pour isoler les étrangers indésirables. Camp de Rieucros, près de Mende, camp d'Émile, près de Fort-Calquier, camp d'Argelès-sur-Mer et tant d'autres. On y retrouve les antifascistes allemands, des républicains espagnols qui y meurent par centaines, et des membres des brigades internationales, toujours de ces fameux exilés allemands, exilés espagnols ou exilés qui ont été dans les brigades internationales en Espagne. Alors, il y a un décret-loi prévoyait l'extension des mesures d'internement prises à l'encontre des individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique, sur décision des préfets, ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui des centres de rétention administrative. Voilà. Il craint une dérive d'autant plus que certains artistes y sont internés, comme Max Ernst, qui était Bosch, Hans Bellmer, Robert Liebknecht, Ferdinand Springwalls, etc., etc. Aujourd'hui, pratiquement rebaptisé camp de rétention administrative, ce que je viens de dire aussi, je me répète beaucoup ce matin. Je pense que le Chenin en est responsable. Alors, même pas du Chenin. Même pas du... C'est du Romorantin. Bon. Bah oui, c'est un petit cours cheverny ce matin. C'est du Romorantin, c'est un cépage à peu près grand comme le jardin qui entoure ta résidence d'artiste modeste à Nogent-sur-Marne, Robert. C'est de l'or dans un verre. Ah ouais, c'est vrai. On boit de l'or en fusion. Voilà, il a peint par exemple l'âge atomique, qui est un format, comme je vous dis, c'est grand format, de 5,39 m sur 3,58 m. Et il dit qu'il a voulu, dans cette toile, traduire l'émotion qui agite le monde, la peur qui l'étreint, tandis qu'on envisage froidement la possibilité d'utiliser la bombe atomique. Il veut également exprimer dans ses peintures l'horreur de la guerre, l'absurdité et les vices de notre époque. Le souvenir des camps de concentration est tout proche. Les tables sont chargées de victuailles tandis que des hommes meurent de faim. La luxure s'étale et l'esclavage est toujours une réalité. Ben ça, c'est très contemporain. C'est pourquoi j'ai représenté des cadavres de déportés, un affamé squelettique dans la perspective d'une abondante nature morte, un nègre poussant une brouette. L'espoir me semble cependant permis, et certaines images de douceur, de pureté en témoignent. Si je n'avais pas senti tout cela profondément, je n'aurais pas pu réaliser l'âge atomique et puis la plupart de ses œuvres aussi. Voilà. Un peintre engagé, mais solitaire, c'était pas un communautariste ou un communautaire, ou je sais pas comment on peut dire, un collectiviste, et qui a été souvent, dont on a souvent évoqué à son propos une idée de la vie plutôt proche de celle des anarchistes, bien que ce soit quelqu'un qui soit croyant, mais croyant, vous savez, ces croyants comme nos grands-mères qui avaient la foi du charbonnier. La vraie foi. La vraie foi. Ouais, la vraie foi. Et qui s'est toujours tenu en marge des institutions, donc de là sa présence dans l'émission d'aujourd'hui. Tout à fait. Et il a, pour témoigner de cette foi qu'il avait, il a fait construire, mais je pense que c'est par respect aussi pour sa mère ou par amour de sa mère, qui elle, par contre, était, croyante comme on peut l'être quand on est dans des milieux un peu populaires. Il a fait construire cette chapelle avec sa thune et il a entièrement décoré, dessiné le mobilier, etc., etc.
c'est magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller à Blois, allez jeter un coup d'œil, c'est gratuit, c'est pas payant. Il y a le directeur de cette fondation religieuse qui est une maison de retraite pour vieux religieux. C'est une maison de retraite en fait. Pour vieux religieux. Ouais. D'ailleurs, on en a vu quelques spécimens, voilà. Et c'est un très très jeune directeur qu'on prenait pour un cureton. Non, c'est un laïc, il y a une femme, des enfants, qui est très heureux, etc. et qui est d'une gentillesse invraisemblable. Voilà. Je vous ai pas tout dit sur leur joue, mais c'est quelqu'un, je vous assure, qu'il est intéressant d'essayer de redécouvrir. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. C'était Thierry qui exprimait sa compassion à notre égard. Pardonnez-moi, à Racaille, 235e. Nous sommes le 17 décembre 2013 et Thierry me fait les cordes. Non mais ce mec. Bon, heureusement qu'il a une bonne émission de jazz, on peut lui pardonner de blues. C'était Catherine Sauvage qui interprétait Graine d'ananas. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, avec Peter tout à la régie, au téléphone, à la prière musicale et au blabla. Et puis notre Jean qui piaffe à côté de moi, parce qu'il va vous causer tout de suite dans le poste que faut que je fouille dans mes papiers, parce que c'est toujours compliqué, la vie avec notre Jean. Voilà, il va vous causer de quoi, notre Jean? Ah bah oui, il va vous causer du Caravaggio. Avec les gens, c'est très étonnant qu'il nous parle du Caravaggio. Il nous en a jamais parlé. Ouais, mais là, j'essaye des choses un peu différentes. C'est-à-dire, plutôt que de vous parler de lui, je vais vous parler de 3 tableaux, tu vois. De lui? Oui, oui, quand même. Oui, j'en suis pas encore à parler à décrire des tableaux de Bernard Lorjou pour mieux vous parler du Caravage, tu vois, ça paraît quand même... Parce que les tableaux de Bernard Lorjou sont indescriptibles. Ouais, puis j'ai pas encore ce courage, en fait. Ouais. Mais tu sais, j'essaye au fur et à mesure d'éliminer les dates auxquelles tu es... Bon, je vais en donner une au début, moi, quand même. J'y reviens aux dates. En tout cas, un réfractaire, un iconoclaste, quand même, le Caravage. Ah oui, moi je pense... Le François Villon de la Barbouille, Robert. Je pense que c'est plus fort que tous nos iconoclastes contemporains. Et une équation qu'il a dû résoudre toute sa courte existence. Comment révolutionner la peinture quand on dépend des commandes de l'Église.
Ouais, et d'évêques et de compagnie. Beaucoup ont eu à répondre à cette équation, mais lui, je crois que ça lui a fait un peu plus mal que les autres. Il en est mort. Oui, mais c'est aussi ce qui fait sa force aujourd'hui. Hein. Bon, alors une date quand même, 1598, pardon, l'édit de Nantes, ça te dit quelque chose quand même. Oui, quand même. Tout de même, voilà. Ouais. Eh bien, figure-toi qu'à la conversion définitive d'Henri IV au catholicisme, le parti français à Rome a répondu par sa première commande officielle au Caravage, une conversion, tu t'en doutes un petit peu, la vocation de Saint-Mathieu. C'est le nom de cette première peinture que vous pouvez regarder sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.fr. Il suffit de cliquer sur Caravaggio et vous avez les 3 toiles dont je vais parler qui s'affichent comme ça dans l'ordre dans lequel je vais en causer. Mais toute sa brève existence, le Caravage ne pourra jamais traverser dans les clous. Ça te rappelle pas un peintre de mes amis non ? Bon. Après en avoir envisagé une représentation, on va dire, somme toute assez classique. Vous êtes énigmatique, mon camarade. L'idée de refaire une scène qui existe déjà en de multiples versions à peu près similaires, l'horripile tant que pour se donner du temps, il relit la bulle pontificale destinée à Henri IV, dont son protecteur, le cardinal, j'ai oublié son nom, lui a donné copie. Une profonde, ça c'est la bulle, ce sont les mots de Clément VIII. Une profonde admiration nous saisit quand nous voyons comment, de la plus dense obscurité des erreurs et des hérésies, tu es venu à la lumière de la vérité. Donc ça c'est pour Henri IV. Clément VIII à Henri IV. Et c'est alors, Robert, écoute-moi bien. Je suis tout non, je suis pas sûr. Merci, mais... Non, je crois que t'es à ton chenin, là. Non, c'est du Romorantin. C'est du Romorantin. C'est alors une intuition qui va bouleverser l'histoire de la peinture. Ni plus ni moins. Quel dramatique. Caravaggio, puisque c'est de lui dont il s'agit, j'ai peut-être oublié de le dire depuis le début, décide d'attribuer à la lumière le rôle central de sa composition. Il tend devant la fenêtre un drap noir aussi hermétique que possible, comme s'il avait l'intention de passer les diapos de vacances à ses invités, tu vois. Fixe une tringle au plafond, parallèlement au mur opposé à la fenêtre et qui court sur toute la longueur de la pièce. Sur cette tringle, il fait glisser une lanterne dont le rayon tombant d'en haut comme par un soupirail et laissant le reste dans l'obscurité se concentre sur quelques détails qui prennent, du fait des ténèbres environnantes, un surcroît d'intensité et de mystère. C'est la lumière qui agit sur une partie des personnages avec une force magique. C'est elle aussi, bien évidemment, qui repousse dans l'ombre ceux qui ne veulent pas la voir. Se répétant les mots de ce vieil entêté de Clément VIII, je dis ça pour être aimable, le Caravage... Non, pardon. Je te laisse la responsabilité de tes appréciations. Le Caravage vient tout simplement, Robert, d'inventer le clair-obscur. Et oui, c'est lui. C'est pas Rembrandt. Non, c'est lui à cette occasion. Une autre conversion, celle de Saint-Paul, sera l'occasion d'affirmer encore son indépendance vis-à-vis des institutions, des autorités religieuses et de ses commanditaires. Ceux-ci refusent en effet avec fermeté la première version qu'il leur propose de la conversion de Saint-Paul, réduisant même le montant de sa rétribution. Il y a, je crois, 7 à 8 années entre ces deux toiles. Caravaggio décide alors de se venger non seulement d'eux, les commanditaires, mais également du saint de pacotille, Paul. N'est-il pas celui qui a le premier livré au bourreau, on ne peut pas le dire autrement, ceux de la race du peintre, dénoncer la sodomie comme vice innommable, je cite Paul dans le texte, et persécuter ses adeptes. Bien avant les psychanalystes, le Caravage se pose simplement la question, la violence des épîtres de Paul ne révèle-t-elle pas une tentation homosexuelle mal assumée ? Tout à fait, mon Jean. C'est une question qu'on peut se poser vis-à-vis de beaucoup de dignitaires de l'Église. Ils ont donné eux-mêmes la réponse. De dignitaires laïcs aussi. Oui, mais enfin ça, c'est encore autre chose. Voilà. Et le peintre, alors, de représenter le saint de fraîche date, on va dire... Je rappelle qu'il s'agit d'une conversion, en gros plan renversé sous les pieds du cheval, couché sur le dos, tu vois,
enveloppé de la soudaine clarté qui tombe sur lui du ciel comme un rayon. Il remplit la toile, Robert, de ses bras écartés. Il est tout bonnement terrassé par quoi au juste, à ton avis, Robert? Par quoi il est terrassé? Bien, excellent, dit au Caravage Monsignor Bernardi quand le peintre lui amène le nouveau tableau, le premier, je le rappelle, ayant été refusé. Cette lumière qui tombe sur Saint-Paul et l'inonde de sa clarté, quel symbole évident de la grâce, tu vois. Ah oui. Et Caravaggio de rire sous cape. Ce corps renversé en arrière, sous cape, je précise. C'est quand même Bernardi qui paye. Ouais. Ce corps renversé en arrière, ce visage pâmé, ces bras grands ouverts, que croyez-vous qu'il représente pour moi? Sinon, une expérience d'un genre qu'il m'est impossible de vous avouer. Courageux quand même de dire ça. Bon. Non, mais justement, il le dit pas. Ah oui, oui, d'accord. C'est toi qui le dis, mais enfin, t'es courageux. Non, mais attends, on est quand même dans les années 1600, il faut quand même le préciser. Ouais. Bon. Pile entre les deux conversions, c'est-à-dire 3-4 ans après la vocation de Saint-Matthieu et 3-4 ans avant la conversion de Saint-Paul, le Caravage va peindre l'amour vainqueur, sa toile la plus irrévérencieuse, la plus iconoclaste, peut-être. Debout sur sa jambe droite, le vaurien ramassé on ne sait où, mais enfin j'imagine sur les bords du Tibre, et qui va d'ailleurs partager sa vie quelque temps, à poser la jambe gauche sur le lit, tu vois, à l'horizontale. Cette posture met en valeur, tu vois de quel tableau il s'agit, cette posture met en valeur le sexe, et par l'écartement des cuisses, on voit le début de la fente qui partage les fesses. Ni plus ni moins. L'effort d'écarter la jambe et de la rejeter de côté provoque une légère torsion du buste, tu vois, qui creuse des plis sur le ventre, au-dessus du nombril. Il incline la tête de côté, lance au Caravage un regard qu'on peut qualifier de malicieux, et rit. Et celui-ci, tout à sa passion, de peindre alors la suprématie de l'amour, Robert, et la force irrésistible de son pouvoir, tu vois. Et ça, je sais que tu en es d'accord, l'amour l'emporte sur toute chose. Enfin, c'est une profession de foi que tu me fais jour après jour. Oui, surtout il renverse. Essaye pas de me refiler le bébé. L'amour l'emporte sur toute chose. Il renverse et piétine toutes les activités qui ne sont pas l'exercice et le triomphe du sexe. Oui, mon Jean. Jamais aussi bien convaincu qu'aujourd'hui, je le fais. Ah non, mais ton texte est remarquable. Puisant le réalisme de sa peinture à la source commune de la vie et de la rue. Attention, c'est fondamental, dans le cas du Caravage, et d'autres qui auraient été bien inspirés de suivre son exemple. Il était par là très proche de Genet et de ce cinéaste italien là, qui était assez... Pasolini, mais exactement, j'aurais pu dire le Pasolini de la peinture, bien sûr. Puisant le réalisme de sa peinture à la source commune de la vie et de la rue, Caravaggio, tu m'entends bien, Robert, et le premier, peut-être même le dernier, et ça tu me le diras, ton sentiment là-dessus, Robert, à peindre l'union radieuse du rire et du sexe. Voilà. Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi, mon Jean. Voilà pour Caravaggio. T'as vu, j'ai donné une date au début, j'ai réussi à... Non, mais c'est un texte remarquable. Je suis prêt, comme tu le dis, à toutes les bassesses pour te séduire. Comme tu avais fait un texte remarquable aussi, c'est la dernière fois, je crois. Ah ouais, ça, je veux dire que les auditeurs fassent pas la fine bouche, parce qu'ils auront affaire à moi. Voilà, puis je rappelle un livre d'où nous avions lu des extraits, je sais pas si c'était sans doute Piquet-Coup, déjà, je crois qu'elle était déjà avec nous à l'époque, de Dominique Fernandez, La course à l'abîme, qui est une espèce de biographie très inspirée du Caravage, malgré quelques défauts. C'est un beau pavé... à découvrir d'urgence si c'est pas encore fait. Voilà, la course à la vie. Je pense que vous pouvez vous contenter largement du dernier texte, du dernier texte, enfin ce texte-là, de Jean sur Caravage, parce qu'il y en aura d'autres, rassurez-vous. On en a pour le temps qu'on fera ces émissions. Écoute, chacun son truc. Il y en a, c'est Lorjou, Robert Roll. D'autres, c'est Caravage. Caravage. Si nos auditeurs ne sentent pas tout ce que tu as voulu faire passer dans ce papier, c'est que vraiment ils arrêtent de nous écouter. C'est simple. Et toi, qui regarde mes peintures, elles t'étonnent,
garde à vue. Moi qui ne suis qu'un bandit, un peintre voyou et maudit, un peu comme oui c'est ça, assassin et génie à la recherche de la lumière de vie. Et je voyage en clair-obscur, Rome, Syracuse, Malte, l'aventure. Traqué, je vais désespéré. Chevalier, imposteur ou légende en cavale, je sème mes chefs-d'œuvre, j'en appelle à la grâce. Moi qui ne suis qu'un pâtre, un bandit contraint à l'exil. Un peu violent, un peu déviant, rebelle à tout, mais habile courtisan. Un fugitif, en désespérant errant. Et je voyage en clair-obscur, Rome, Syracuse, Malte, l'aventure. Traqué, je vais désespéré. Et je peins les tricheurs, le Narcisse, l'Ange et Saint-Mathieu, le repas à Emmaüs, la diseuse de Bonaventure. Bonne aventure, quelle aventure, c'est fêlure, c'est dernière. Je suis qu'un mystérieux éclair, imprévisible. Je suis qu'un mystérieux éclair, imprévisible. Tout en exil forcé et condamné, condamné, condamné. À mort. Et dans mes peintures insolentes, insouciantes, j'ai inventé un jeu de pistes et de cachettes. Un testament à ma façon, peut-être. Je ne suis qu'un peintre, un bandit, marginal et banni, un cerveau dérangé, demi-fou, demi-dieu. Un cerveau dérangé, demi-fou, demi-dieu. Demi-fou, demi-dieu. Près de Rome, un peu comme. C'était Zanni Boni qui interprétait Caravage, une chanson que je passe à chaque fois que Jean nous parle de Caravage. Oui, mais c'est-à-dire tous les 3 mois, quoi. Et Jean va ajouter un petit codicile, parce qu'autrement il va faire un caca nerveux. Ah ben non, ça m'énerve d'avoir oublié ça, mais dans le dernier des 3 tableaux dont j'ai parlé aujourd'hui, L'amour vainqueur, il y a des ailes, pour ceux qui sont allés sur Internet, il a des ailes, elles ont été rajoutées à la demande des autorités religieuses qui lui avaient refusé le tableau. En fait, il faut le préciser, quand au départ, il n'a pas d'ange. Hein. Il n'a pas d'aile, pardon. C'est pas un ange. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Un vaurien. Ouais. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, Baraka et Piquet-Cou, qui s'amuse à la régie, notre Jean qui rigole dans le studio, et ma pomme qui pleure quand après ce texte magnifique, je me dis merde, j'ai encore du boulot. Bon. Et tout de suite notre Piquet-Cou d'amour qui va vous parler d'André Robillard. Voilà, bah voilà. Toi, maintenant, elle prend la parole à ma place. Bon, voilà. Robert, t'as déjà parlé avant, mais c'est moi qui parle après Jean. Alors t'imagines ce que ça fait? Moi, j'annonce Jean quand j'ai dit qu'il parle du Caravage. Ouais, mais justement, moi qui dois prendre la. Du Caravage. Ouais, mais justement, moi qui dois prendre la parole après. Hein, ben oui, vous inquiétez pas, elle est pas mauvaise non plus. Vous pouvez lui téléphoner pour lui dire. Ça la rassurera, elle sera moins contrainte, moins inhibée.
Voilà, moi je vais partir sur un autre registre. Donc, loin des routes toutes tracées des apprentis, un artiste brut, peintre, sculpteur et musicien remarqué par Jean Dubuffet, donc André Robillard, qui est né en 1931 près d'Orléans. Cet artiste rencontre très jeune des difficultés scolaires et est placé dès l'âge de 7 ans à l'école annexe de l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais, abandonné par son père. Destiné à devenir commis de ferme, il est fugueur et colérique et est interné dans ce même hôpital à l'âge de 19 ans. Après plusieurs remises en liberté sans lendemain, il est recruté en 1964, donc à l'âge de 33 ans, comme auxiliaire pour s'occuper de jardinage, de blanchisserie et de la station d'épuration de l'hôpital. De malade, il devient ainsi ouvrier, sans pour autant quitter le centre. C'est cette même année qu'il fabrique son premier fusil avec des objets de récupération. Des boîtes de conserve, des ampoules usagées, des pièces de bois, du tissu. Donc il dessine ses fusils avec des feutres sur des planches de bois. Il les recouvre d'inscriptions, puis les découpe à la scie et assemble divers matériaux de récup, et il entoure tout ça avec des morceaux de scotch de plein de couleurs différentes. Le fusil évoque l'enfance de Robillard quand il portait la gibecière de son père, qui était garde-chasse en Sologne. Et là, sa vie bascule. Il dit qu'il devient heureux, comme il le raconte dans plusieurs vidéos qu'on peut voir sur le net. Ces fusils sont là pour tuer la misère. On le voit dans le bazar de son atelier, les murs sont couverts par sa collection de casquettes, des affiches de footeux, enfin plein de choses un peu partout. Et c'est son psychiatre qui envoie quelques-uns de ses fusils à Jean Dubuffet, qui constitue alors sa collection d'art brut. Il est l'artiste fétiche de ce dernier, et ses fusils feront le tour du monde. André Robillard fabrique aussi des engins spatiaux et des Spoutniks. Et après une visite au musée de Lausanne, il est impressionné par l'œuvre d'Auguste Forestier et se met à fabriquer aussi des cavaliers en bois et des animaux exotiques. Parallèlement à ses fabrications d'objets, il dessine. Il est également musicien, jouant avec conviction et rythme de l'harmonica, de l'accordéon, de la poubelle percussion, mettant sur ses doigts des douilles de cartouche, et il peut jouer aussi de la mandoline. Voilà, donc son travail est visible au musée des Beaux-Arts d'Orléans jusqu'au 26 janvier. Ouais. Ouais, et je pense qu'il a inspiré un personnage à Michel Audiard. Ah ouais? Ouais, dans un film qui s'appelle Un idiot à Paris, qui est joué par Jean Lefebvre. Un vrai idiot, par contre. Qui tape sur des bidons dans son village et tout, mais qui finit évidemment par trouver l'amour et donc une rédemption complète. C'est vrai que je suis un petit peu comme Jean Dubuffet sur le coup, là, je le mets vraiment au sommet de la pyramide de l'art brut. Hein. Ah ouais? Ouais. Pas toi? Non, j'écarte volontairement Gaston Chessac. Hein. Ah oui, non, mais Piquet-Coup, qui m'a montré les vidéos hier soir, je veux dire que bon, je suis pas franchement convaincu. Et en plus, il est complètement jeté, ce pauvre mec, quoi, tu vois. Ça me met mal à l'aise, quoi. Moi, j'aurais pas dû regarder. Non, je crois que l'art des gens comme ça me met mal à l'aise d'une manière générale, et que je place Chessac à part parce que je pense qu'il n'était pas malade mental, tu vois. Non, alors que lui un autre il l'est réellement, et que c'était beaucoup plus plastique ce que c'est. Faire des fusils, bon, c'est rigolo, mais ça. Il n'y a pas que ça, Non, il y a pas que ça. Il y a des dessins et des peintures. Oui, bien sûr. Mais je suis pas sensible vraiment. Ouais. Je suis désolé, hein, mais bon, c'est pas sensible à l'art brut. L'art brut des malades mentaux. Hein. Bon. Je suis plus sensible à l'art de comment il s'appelle de Séraphine. Non, pas du tout. Alors là, encore moins. Mais l'art de... Quoi, t'aimes pas ces foulards? Ah, pas du tout. Non, je plaisante. L'art de Rustin, tu vois, qui peint des malades mentaux, tu vois. Et là, oui, je sens quelque chose qui bouleverse. Ça me bouleverse, quoi, de voir ces regards vides, ces corps décharnés, etc., etc. Là, j'éprouve une immense compassion pour ces gens-là, de tendresse même. Mais j'ai été passionné par l'art, on dit brut, mais à mon avis, il n'est pas du tout brut, et c'est l'art dérangé pour moi plutôt, tu vois. J'ai été visiter les expos et tout, mais il reste au fond de moi une espèce de gêne, tu vois, pour dire que c'est de l'art, tu vois. Non, je comprends. Mais quand même, lui, c'est oui, non. Mais je pense que c'est parce que tu l'as vu aussi en train de parler. En plus, sur cette vidéo, il y en a d'autres où tu le vois, il fait peut-être moins. Ça fait comique trompier, quoi, surtout. Ouais.
C'est ce que Robert appelle sa compassion. Hein, mais enfin, ça fait 5 ans que vous connaissez la compassion de Robert. Vous êtes donc toujours sur Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, ça met sa pub, Piquet-Cou à la régie. Voilà, petit Poptard. Et notre Jean, lui, alors qui domine la scène artistique, contemporaine, et ma Pomme, pour me parler tout de suite, pas moi, hein, parce que moi je pense que vous m'avez assez entendu, mais Jean et Piquet-Cou qui vont traiter de sujets importants à propos des expositions. Ouais, cette semaine j'ai essayé d'être un peu galant quand même, j'ai laissé Domi à Piquet-Cou. Ah bah c'est ça. Je me l'étais d'abord pris, puis je me suis dit non, quand même, l'obliger à parler d'Albert Marquet qui doit lui inspirer assez peu de choses, non. Donc la première, c'est Albert Marquet, les bords de Seine. Ça, c'est au musée Tavet de la Cour, un musée dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. C'est 4 rue Le Mercier à Pontoise, hein, jusqu'au 16 février 2014. Il était né entre Garonne et Gironde, hein, Albert Marquet, mais il va conserver toute sa vie une forte attirance pour les fleuves et l'eau, hein. Arrivé à Paris en 1890, il y fait son apprentissage d'artiste dans l'effervescence de l'époque, hein, entouré de ses amis peintres Matisse, Manguin et Camoin. Avec eux, il va expérimenter l'utilisation des couleurs pures, hein, participant à l'aventure du fauvisme et à la première exposition fauve au Salon d'automne, qui doit être celui de 1905, voilà, avant de suivre son instinct pictural, de chercher à s'approcher au plus près de la nature, hein, à trouver le ton juste, à aller à l'essentiel face au motif. Cher à notre ami Robert, il assagit ses couleurs, mais depuis peu, il faut le dire, hein. Il assagit ses couleurs, fluidifie sa matière, affectionne les nuances de gris. Non mais quand même, la forêt de Fontainebleau fait les noirs. Affectionne les nuances de gris, simplifie les formes, supprime les anecdotes, hein, et trouve son style avec des toiles dans lesquelles l'eau est omniprésente, hein. Fasciné par les quais de Seine, il habitera successivement quai de la Tournelle, puis rue Dauphine, pile façon Pont-Neuf, hein, qu'il croque tout à loisir, puis quai Saint-Michel dans l'ancien atelier de Matisse. Tu sais, le fameux avec le bocal de poisson rouge, là. Voilà. De ses fenêtres, il peint la vue inlassablement, hein, cherchant à capter de fugaces instants de vie, des silhouettes de passants, des voitures à cheval, il y en est resté quelques-unes, et les premiers autobus à moteur, voilà, à Piquet-Cou. Voilà, les Parisiens de Daumier, ou à la galerie du Crédit Municipal, 55 rue des Francs-Bourgeois à Paris 4e, jusqu'au 4 mars. Il y a une galerie au Crédit Municipal? Absolument, ma tante a sa galerie, comme moi. Ma tante. C'est tous les trucs qui sont mis en gage, ils font des expos. Ouais. Surtout connu du grand public pour ses charges politiques, Honoré Daumier excellait aussi dans la satire de mœurs. Lorsque la censure l'empêchait d'évoquer la politique, le dessinateur de presse prenait pour cible ses contemporains. En 4000 lithographies et 1000 gravures sur bois, Daumier a caricaturé toutes les classes sociales, tous les corps de métier, tous les types sociaux. Lors d'une précédente exposition sur les Parisiens au Mont-de-Piété, le Crédit Municipal de Paris avait présenté 2 lithographies d'Honoré Daumier, caricaturant des Parisiens déposant des gages contre un prêt. Cette fois, ce sont les loisirs des Parisiens qui sont au cœur du terrain d'observation du féroce chroniqueur, qui s'amuse à croquer la coquette, le badaud, le saltimbanque et l'arracheur de dents, tous se mêlant sur les boulevards. Il se moque du public des salons, dévoile la pruderie des bourgeois du Second Empire et raille ces Parisiens attirés par la campagne, mais qui découvrent un monde hostile aux citadins. Ça, c'est pas mal. L'exposition Les Parisiens de Daumier présente une centaine de lithographies publiées dans le Charivari. Oui, c'est encore plus indispensable que la première expo, hein, bien sûr. Ah oui. Je pense qu'il faut y aller là. Ah oui, et encore une fois, est-ce que c'est là la marque de ce qu'on appelle le génie, quoique je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, mais c'est très prémonitoire. Ou en tout cas, c'est tout à fait d'actualité. Ouais. C'est vraiment toujours d'une actualité. Puis vous, je sais pas, mais moi, je résiste pas au plaisir d'imaginer Robert chez ma tante. Mais tu sais, on avait vu aussi les bustes de Daumier au musée d'Orsay, là, et on avait vu que tous ces petits bustes étaient assez, assez géniaux et aussi complètement d'actualité. On aurait presque pu donner des noms actuels à tous ces petits bonhommes. Quoi. Mais il faisait ces caricatures d'après ces bustes. Tu vois, c'était... Oui, tout à fait. Il travaillait d'abord les bustes en volume, et puis il s'inspirait de ça pour faire ses caricatures. Oui. Ça, je trouve ça génial. Ah oui, c'est une idée superbe. Oui, pour trouver le meilleur angle de vue, quoi. Tout à fait.
Merci Piquet-Cou de nous remettre en mémoire qu'on a eu un artiste majeur dans la personne de Daumier, qui a fini sa vie dans la misère la plus noire et qui a pu finir quand même ses jours dans une maison avec un toit grâce au camarade de Corot qui lui a acheté une petite maison alors qu'il était viré de la sienne par son pro-bloc. Ça n'a pas changé depuis non plus. On trouve comme ça des grands généreux. Ouais, des grands généreux, mais c'est rare. Hein. C'est aussi rare les grands généreux que les génies. J'en ai un à côté de moi, mais bon, il est tellement modeste comme tous les grands généreux que je sens que j'ai pas trop intérêt à insister parce que j'ai ramassé la bouteille de chenin heureusement vide sur la tronche. La bouteille étant vide, justement, elle peut finir sur ton crâne. Voilà, alors aujourd'hui je vous épargnerai les œuvres, enfin mon blabla habituel, faut les rappeler. Pourquoi ? Ah bah non, j'ai un truc. Non, je vais quand même vous parler, parce qu'il est 25 et normalement on doit laisser l'émission. Pour Laurent, l'édition du Monde Libertaire, un bouquin, une éthique de l'homme. Et c'est Jacques Prévert. Alors là, évidemment, une voix singulière, ça on ne peut pas dire le contraire, qui évoque la tendresse, la beauté et l'humour, mais peut-être aussi au-delà, toute autre chose, des convictions, un engagement, la fidélité à une cause, bref, ce qu'il est convenu d'appeler un message. À l'évidence, l'homme est à réinventer, mais avant cela, il faut remettre en question la société telle qu'elle fonctionne, même dans ses rouages les plus admis. Il convient de se débarrasser du mensonge, de la fausse morale et de l'hypocrisie qui règne aujourd'hui, mais en maître, il est nécessaire d'en finir avec les inégalités, l'injustice et l'imposture. Voilà, en plein dedans. Ça coûte 5 €, c'est Raymond Espinoze qui a écrit ça, et c'est dans la collection Graines d'ananas aux éditions du Monde Libertaire. Et puis vous avez donc le Monde Libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste, le quinzomadaire gratuit et le hors-série. Vous avez Radio Libertaire que vous écoutez aujourd'hui et vous avez la librairie Publico pour lequel il faut se battre pour qu'elle perdure le plus longtemps possible. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, de ma part en tout cas. Bonjour. Salut à tous. Piquet-Cou, il n'y a pas d'annonce. Une annonce pour Publico, c'est vendredi soir, donc une soirée à 19h30 avec Thierry de Blues en Liberté, avec la projection du film de Wim Wenders, Soul of a Man. Donc vendredi soir à Publico. Et je vais terminer donc avec une chanson de Patachou, Rue Le Pic. Salut. À la semaine prochaine, au revoir. Non, pas la semaine prochaine, justement. On voulait prévenir nos auditeurs que nous ne sommes pas là la semaine prochaine, que nous serons là, par contre, probablement le 31 décembre. D'accord, voilà.